être entrepreneur, c'est presque une connerie. C'est 1 sur 10 qui va s'en sortir. Jusqu'à mes 32 ans, j'avais des salariés mieux payés que moi. Quand tu dis à quelqu'un que tu fais 1 million de chiffre d'affaires, le mec te voit comme un Américain. Et quand je lui dis, je lutte mois par mois, il ne comprend vraiment pas. Je vous présente David Bonhomme, un entrepreneur, un communicant d'exception. Il aura l'opportunité de lui partager son parcours en tant que fils de pasteur, en tant que chef d'entreprise. Dans le milieu évangélique, on est très dans l'énergie. Et je me rends compte qu'avec une vie d'entrepreneur, c'est bon la motivation, mais en fait, on a déjà motivé toute la semaine. Les meilleurs créatifs sont ceux qui sont capables de pouvoir redonner un second souffle à une activité, un secteur qui existe déjà. J'ai été entrepreneur toute ma vie. J'ai jamais eu de fiche de paye de ma vie. Là, c'est Masterclass. Écoutez bien. Hello David. Hello. Augustin, tu vas bien ? Comment tu vas? Moi, je vais bien. Ça va? Super. David, je vais rapidement t'introduire, mais évidemment, que de mieux que tu te présentes. Tu vas me laisser faire le boulot, en fait. Exactement. Mais déjà, laisse-moi te dire merci. Merci pour l'invitation. Tu sais, quand j'ai lancé le podcast, je voulais absolument t'avoir. Absolument t'avoir parce que je te connais un peu de loin via Paris Centre Chrétien. Mais je sais que tu avais travaillé avec Pasteur Dorothée. Ouais. Donc, je me dis, non, il faut absolument avoir David. Parce que Trop c'est bien. un entrepreneur de qualité, de grande qualité en plus, au nom de Dieu. Donc, merci. Merci pour l'invitation. David, Trop bien. on va commencer par une présentation très synthétique. David, Ok. qui tu es? Eh bien déjà, moi, merci de m'avoir ici. Moi, je suis très content. Je t'ai découvert via un pote qui te suivait. Et c'est quelqu'un d'assez reconnu dans le milieu. Et donc, je me dis, tiens, c'est bizarre. Il regarde des trucs chrétiens. C'est pas un chrétien, le gars. Donc, tiens, à t'encourager que ton contenu a un bel impact. Et donc, j'étais très, très content qu'on a échangé. Alors, qui je suis? Donc, David Bonhomme, marié à Hélène Bonhomme depuis 15 ans, plus de 15 ans. J'ai 4 enfants, des jumeaux qui ont 13 ans, Ok. une petite fille, Cassandre, qui a 6 ans et une petite Victoire qui va avoir 5 ans. D'accord. J'ai été entrepreneur toute ma vie. J'ai jamais eu de fiche de paye de ma vie. C'est pas Donc, vrai. jamais eu de... J'ai jamais été salarié, donc je sais pas ce que ça fait d'être salarié. J'ai commencé tout de suite à la fin de mes études. J'ai fait une petite formation à DUT. 2 ans, et après, je me suis direct lancé parce que je trouvais pas de travail. J'ai monté une agence communication marketing avec Thomas Guis, petite agence qui est devenue une grosse agence avec 2 pôles, communication marketing et un pôle édition. On avait une 50aine de salariés là-dessus. Et à côté de ça, une autre boîte que j'ai avec ma femme, que j'ai lancée une dizaine d'années, qui s'appelle Les Fabuleuses. C'est une communauté en ligne de mamans. On prend soin des mamans. Et là-dessus, un peu plus d'une dizaine de salariés. Donc voilà, j'ai vendu mon agence il y a 2 ans. Ok. Et là, aujourd'hui, je me laisse guider par le Seigneur pour la suite. Et là, j'ai l'impression qu'il y a comment dire, un vent de l'esprit, si on peut dire ça comme ça, avec vraiment un peu un mandat de rassembler des entrepreneurs. Bien sûr. On verra vers où ça va. Mais voilà un peu ma description rapide. Je suis fils de pasteur, où j'ai grandi dans l'église. J'ai toujours eu une passion pour l'église. Mais il s'avère que le Seigneur m'a poussé dehors dans le business, alors que moi, je voulais être pasteur dans l'église et je me voyais là. Mais j'ai été propulsé dehors, tu vois. Donc, On parlera longuement de la foi, justement, de comment la foi est arrivée, parce que même quand on est fils de pasteur, il y a un moment de bascule, Oui. de transformation. Mais avant de parler de foi, tu as dit quelque chose de très intéressant, c'est que tu n'as jamais eu de fiche de paye. Donc, c'est-à-dire que tu es un entrepreneur vraiment natif, quoi. Ouais. La seule fiche de paie que j'ai dû l'avoir à 15 ans, où j'ai fait pendant 2 semaines des oignons. Mon père, il voulait, je pense, me faire les dents. Il m'a dit, vas-y, va cueillir des oignons. Donc, un job très dur parce que tu as les mains qui sentent, même quand tu prends la douche, tu sens l'oignon. Lyon. Mais je sais même pas si c'était une fiche de paie. On a dû me filer 400 balles comme ça. Donc, c'est la seule fois où j'ai bossé pour quelqu'un à 15 ans, mais sinon, non. Donc, pur entrepreneur, quoi. Du coup, ta première boîte, tu l'as montée quand? À quel âge? À 20 ans. 20 ans. Donc, tu vois, j'ai mon bac, je vais faire un DUT en communication à Mulhouse. Mhm. Et à la fin de ça, durant l'été, j'essaie de trouver du travail, j'en trouve pas. J'ai un mec qui, le dernier gars que j'appelle, il se moque de moi, en gros, en disant, tu trouveras jamais, enfin, vous trouverez jamais du travail, vous avez aucune expérience.
Ça me fout la rage et du coup, je monte un statut. C'était pas auto-entrepreneur, ça existait pas encore. Je monte ce statut-là et je me lance OK. et j'essaie de trouver des clients et en fait, il s'avère que pendant mes études, les 2 ans, j'avais été très actif, dans mon église, mais surtout j'avais monté un site, pour des jeunes chrétiens. Donc il y avait de la musique, il y avait des interviews, il y avait des images, Mmh. des fonds d'écran, tout ça et en fait, ça m'avait permis de faire un super réseau. D'accord. Donc du coup, bah, après j'ai recontacté, ces artistes, là, Seb Demré, Matt Marvan, tous ces gars-là. En fait, j'avais fait, des designs pour eux, mais gratuitement, bénévolement. Ça d'ailleurs, c'est un des trucs que je recommande le plus aux gens qui veulent se lancer. Profitez de la période d'études pour faire des projets gratuits qui vous permettent de networker. Mmh. Pour moi, c'est un des éléments où tu vois un entrepreneur ou pas. Si le gars, il prépare le terrain, il est prêt à faire des projets sans forcément qu'il y ait tout de suite de la récolte. Bien sûr. Hem, Il est prêt à sacrifier quelques heures, ouais, après les études, après tout, toutes les responsabilités qu'il a en tant qu'étudiant, évidemment, bien faire ses études, c'est ça. dormir, mais entre-temps, faire un projet, pro bono, Ouais pour se construire. et l'église est aussi un magnifique lieu pour ça. Moi, j'encourage vraiment les gens qui ont la chance d'être dans des églises où il y a une volonté d'engager les jeunes, mais l'église est un magnifique lieu pour moi. J'ai appris l'événementiel, j'ai appris l'organisation, le management, les finances aussi, parce que tu dois lever de l'argent, essayer de demander de l'argent pour payer ta sono ou quoi. Bien sûr. Et puis après, il y a comment tu ramènes des gens. Mmh. Donc, c'était le début aussi des réseaux sociaux, les flyers, les distribuer, enfin, les kakémonos, enfin, tout ça, moi, je l'ai appris dans l'église. C'est vraiment à apprendre sur le terrain, quoi. C'est quoi le 10e assez et ce n'est pas assez valorisé d'ailleurs, les églises sont de véritables centres de formation. Ah, mais oui. Surtout dans le domaine des médias et de Oui. l'entrepreneuriat, l'événementiel. Mais il y aurait tellement plein d'autres de possibilités. Mais oui, oui, même quelqu'un qui veut être dans la comptabilité, dans l'administratif, le juridique. En fait, une église, c'est, comme tu dis, c'est un centre de formation. Centre de formation, clairement, clairement, Ah ouais. clairement et partage-moi un peu l'idée de ta première boîte, comment est venue l'idée, ensuite ta deuxième, ensuite ta troisième. Mmh. Partage. Bah, le premier, en fait, c'est moi, je vis mon premier grand moment, enfin, j'en ai eu plusieurs des moments spirituels, mais un grand moment spirituel en regardant un DVD d'Hillsong. OK. Et en fait, dans le DVD d'Hillsong, il y avait le Hillsong United, donc c'était les jeunes. Il y avait un bonus. OK. Et en gros, c'est l'histoire de ce groupe de jeunes. Comment ils passent de 15 à des milliers, tu vois. Et ce documentaire, il va vraiment me fasciner, où je vais me dire, bah, si Dieu est capable de le faire pour eux, Mmh. peut faire pour nous. Et ce qu'il faut savoir aussi en parallèle de ça, c'est que mon père, pendant de nombreuses années, il faisait partie d'un réseau américain d'églises et donc on allait souvent là-bas. Et donc moi, j'ai vu ces méga church, tu vois? Je me disais: «Waouh, c'est dingue!» Avant que les méga church, soient présentes en France, Ah justement. non, ouais, ouais, ça n'existait pas en France. Donc du coup, tu hallucines et en fait, je me rendais compte quand même qu'ils étaient bons en communication, ils savaient bien présenter l'évangile, ils étaient assez pertinents, et du coup, je me disais, en fait, ce qui manque en France à l'église, c'est de bien savoir communiquer. En gros, l'image que les gens ont de Dieu et de l'église, elle est hyper négative. C'est vrai. Et donc, je suis parti avec ce cœur-là de me dire, je veux changer le regard que les gens ont sur Dieu et sur l'église. Je me suis dit, je vais gagner mon challenge si, d'ici 10 15 ans, quand on interviewe dans la rue quelqu'un, on dit, vous pensez quoi de l'église? Les gens, ils ont vu passer un truc sur les réseaux sociaux en disant, bah, je sais pas trop, mais ça a l'air d'être des gens un peu dynamiques, je sais pas. Après, il y a du peps, Ouais, tu vois, ils aient des mots qui n'est pas négatif. Alors que et quand on a commencé, tu faisais un micro-trottoir, les gens disent: «Bah, c'est poussiéreux, c'est ringard, je comprends rien, c'est sûrement une secte». Tu vois? Et là, je regarde le chemin parcouru, il y a beaucoup de choses qui ont bougé. Donc ça, c'était la mission. OK. Et donc moi, j'avais un cœur, pour aider l'église à mieux communiquer. Donc j'ai fait ça pendant des années, avec Thomas, mon associé. Lui, c'était le tech, qui gérait la partie administrative. Moi, j'étais commercial, graphisme, et stratégie. Du coup, tu accompagnais les églises à bien communiquer. Église, ouais, organisation chrétienne, et à chaque fois, comment en termes de design, je propose quelque chose de différent. J'avais cette habitude de dire, l'église, c'est comme et la France, c'est comme un Allemand qui parle un chinois, quoi. Ils se comprennent pas. Mmh.
Donc, euh, quand vous faites des invitations pour des soirées, posez-vous les bonnes questions. C'est pas juste parce que c'est porte ouverte, l'église ouvre ses portes que les gens vont avoir envie de venir. Ou dire une soirée d'évangélisation, personne ne comprend rien. Donc, tu vois, donc c'était ça mon première mission. Et c'est dans ce cadre-là que tu as travaillé avec Paris Centre Chrétien? Oui. C'est OK, d'accord. Là, on avait déjà on s'était bien développé, mais c'est dans ce cadre-là où Pasteur Dorothée, c'était un moment où elle avait envie de faire évoluer le site, le brand, le logo. Donc c'était un moment, c'était vraiment une belle expérience, elle m'a vraiment fait confiance. Donc ça, c'était cool, une belle mission. Et c'était intéressant parce qu'à la fois, il y avait une recherche d'un style un peu contemporain, mais en même temps, respecter le style de l'église. Donc ça, c'était un beau défi. Ouais. Où en fait, c'est pas des Américains, Paris Centre Chrétien, mais en même temps, il y a une recherche de modernité. Donc c'était un beau défi. J'ai beaucoup apprécié cette expérience. Donc voilà, ça c'est la première expérience. Après, la deuxième expérience, c'est avec ma femme. OK. On a nos jumeaux. Elle arrête de travailler. Il y a tout qui dépend de moi et de la boîte. Comment tu as géré ça d'ailleurs? Est-ce que ta première entreprise t'a permis de sécuriser les finances pour enchaîner dans la deuxième de manière safe? Ou est-ce que lorsque ta femme a arrêté, tu avais quand même sacrément la pression parce qu'il fallait quand même tenir le foyer? Moi, j'ai toujours été sous pression. OK. J'ai jamais connu. Alors, ces dernières années, oui, au bout d'un moment, il y a un passage. Moi, pendant 12 ans, la pression était constante. Tu vois, même les boîtes, même quand je faisais plus d'1 million de chiffre d'affaires, c'était presque au mois le mois. Oui. Je me merdais. En fait, on était dans le moins. Et à titre personnel, donc en fait, cette pression-là, elle était constante. Et quand Hélène arrête, en fait, elle a été prof, donc je lance la boîte pendant plusieurs années. Après, on se marie. Donc, 20 ans, je lance la boîte. 23 ans, on se marie. Elle est prof pendant une année. On continue, elle continue. Moi, je sens qu'elle n'est pas vraiment heureuse là-dedans et qu'elle a un super talent. Mais elle a peur de se lancer. Au bout d'un an, on se dit, on envisage d'avoir des enfants. Donc, elle arrête. Pendant un an, on vit sur un salaire à deux, mais on pousse la boîte. OK. Donc là, elle va se donner à fond. Et ensuite, après, elle va tomber enceinte. Et là, pendant 1 an et demi, à peu près 2 ans, je sais pas si elle va avoir un congé maternité ou peut-être qu'on gagne quelques centaines d'euros, mais c'est pas grand-chose. Et là, grosse pression, hein. Est-ce que ce séquençage était une planification en amont ou est-ce que vous avez géré au trimestre? C'est-à-dire, OK, on voit, ta conjointe est tombée enceinte, on conjugue avec, ou est-ce que c'est une planification sur 2-3 ans Mmh. bien huilée? Non, après, on sentait qu'il fallait qu'elle m'aide pour que l'entreprise se développe. OK. Donc, c'était un tout petit peu planifié à ce niveau-là, où je disais à Hélène, il faut vraiment que tu m'aides à structurer, à créer ce poste de gestion de projet, pour qu'ensuite, après, quand toi, tu arrêtes, Mmh. l'entreprise ait un tout petit peu plus de stabilité. Dans les faits, il n'y avait pas plus de stabilité. Mais en fait, moi, Je peux répéter, s'il te plaît. C'est important que les futurs entrepreneurs comprennent les entrepreneurs. Parce que tu as parlé de la sécurisation des finances et tu as dit, même avec une boîte de 1 million, souvent, ouais, quand tu n'es pas entrepreneur et quand tu dis à quelqu'un que tu fais 1 million de chiffre d'affaires, le mec te voit comme un Américain. ouais. Il se dit, ouais, mais il comprend pas, il comprend vraiment pas. Et quand Ouais. je lui dis, ben, je lutte mois par mois pour payer mon loyer Ouais. ou ma traite, il te prend, mais ou tu gères mal ou tu es un dauphin. C'est important que tu lui dises. C'est extrêmement compliqué, hein. Ah non, mais moi, jusqu'à mes 32 ans, j'avais des salariés mieux payés que moi. Et même encore aujourd'hui, là, tu vois, j'ai vendu ma boîte, mais si je compare avec je pense à un cadre, par exemple, qui est parti sur la fin, qui a eu une rupture conventionnelle, il a eu déjà les indemnités de base, ça se comptait en dizaines de milliers d'euros. Et en plus de ça, il a un chômage de quasiment 1 an et demi, 2 ans, taux plein. Donc en fait, si je prends cet argent plus le taux, il a gagné plus d'argent que moi en ayant vendu, sachant que j'ai pas de chômage et que le peu que j'ai réussi à sortir, il y a quasiment 40 à 50% qui part en impôts. Bien sûr. Donc en fait, aujourd'hui, être salarié, c'est plus safe qu'être entrepreneur. Être entrepreneur, c'est presque une connerie. C'est 1 sur 10 qui va s'en sortir, qui va faire un peu d'argent.
Mais aujourd'hui, toute la fame de l'entrepreneur, mais toi, tu le connais bien, hein, tu es passé par le feu aussi. Ah oui, c'est clair. Donc, en fait, c'est vrai que c'est hyper important. D'ailleurs, ça, c'est un sujet sur lequel j'ai envie de travailler. J'aimerais trouver, j'ai pas un format ou une formation de discernement pour aider les gens à savoir quel genre d'entrepreneurs ils sont, ou ils sont peut-être pas entrepreneurs. Parce que je crois qu'il y a il y a une grosse fame Ouais, autour de ça. bon, ça. Et je pense qu'il est important que les gens discernent. Tu vois, moi, j'identifie 4 types d'entrepreneurs. Tu as l'entrepreneur. Écoutez bien, écoutez bien. Là, c'est masterclass. Écoutez bien. Un, c'est l'entrepreneur visionnaire au sens, si on prend des exemples bibliques, c'est David. Dans la Bible, lui, il prend sa fronde, il va devant Goliath, il peut mourir, mais là, il est chaud, quoi. Ouais. Et lui, si on reprend ce qu'on disait avant, lui, il s'est entraîné. Quand il était berger, Et préparation. il y a une préparation Un ours, un lion, il était préparé. et personne ne le voyait. Évidemment. Donc, ça veut dire que c'est là où tu discernes vraiment les entrepreneurs, c'est est-ce que, alors que personne ne regarde, ils font le même taf? Donc ça, c'est le premier élément. Lui, c'est l'entrepreneur, le risk-taker. C'est toi et moi, on fonce, on n'a pas d'argent, mais on trouvera une solution et c'est une course en avant jusqu'à qu'à un moment, tu passes un cap. C'est ça. Et là, tu rentres dans une Une sérénité, une Voilà. stabilité. mais qui est précaire, tu sais, parce que voilà, mais voilà, donc ça, c'est ceux qui font le plus rêver, mais c'est la catégorie la plus compliquée parce qu'il prend des gros risques. Et ensuite, deuxième catégorie, c'est le profil plus du second. C'est un entrepreneur, c'est-à-dire qu'il est prêt à prendre des risques aussi. Souvent, il embarque dans l'aventure, mais c'est pas. En fait, il est en soutien. Il a envie de structurer derrière. C'est pas celui qui pousse. Alors, il peut avoir du leadership, du management et tout, mais lui, il n'a pas forcément les idées. Il peut aménager. Et donc, ça, c'est des profils qui doivent faire la paix avec le fait qu'ils sont pas des numéros 1. Alors après, on met des niveaux. Mais en tout cas, c'est pas eux qui vont impulser l'énergie. C'est pas eux qui vont. Si tu les laisses tout seuls, Ouais. la boîte, en fait, elle est pépère, mais elle redescend. Ils n'ont pas cette énergie de conquête. Par contre, ils sont hyper importants. Et généralement, ils ne sont pas un mandataire. Très souvent. Tu vois, les seconds dont tu parles, les soutiens, généralement, sont des associés et rarement des mandataires. Parce que quand tu es mandataire, mine de rien, c'est déjà un step complémentaire de risque. Parce que là, du coup, tu engages petit bagage, quoi. Et je pense que ces profils-là, c'est les plus compliqués à trouver. Les gens qui veulent foncer, qui ont des idées, des visionnaires, il y en a. Par contre, ces gars-là, ils sont hyper précieux. Et moi, je tiens à dire vraiment à ceux qui nous écoutent, c'est pas moins bien. Au contraire, on a besoin de très bons numéro 2. Et quand tu regardes des boîtes, souvent, aujourd'hui, le patron d'Apple, c'était le numéro 2 de Steve Jobs. Donc, il a repris et je pense et on le voit bien depuis qu'il a repris, il n'y a eu aucune innovation. Mais ça marche. Mais donc, du coup, c'était un sacré numéro 2, quoi. Donc, il y a ça. Après, le troisième, c'est le profil de l'intrapreneur. Okay. Le gars motivé. C'est, il a la patate, il veut et tout. Par contre, lui, il lui faut un bon salaire. Lui, il veut ses vacances, il veut pouvoir couper. Il y a un cadre légal qui le structure. Si ça marche pas bien, c'est un peu un carriériste, tu vois. Créativité, mais sans risque. Voilà. Je m'éclate, mais... Voilà. Et puis, il n'a pas trop de problèmes à... Il y a une forme il a besoin quand même d'une forme de hiérarchie. Il veut un chef, il veut un cadre. Donc ça, c'est beaucoup de profils un peu de cadres supérieurs ou des profils très motivés au sein des boîtes. Tu sais, on entend souvent ces histoires. Le gars, il commence au ménage et il finit gérant. Puis après, il monte, tu vois. Donc ça, c'est des profils intrapreneurs. Très, très, très bons profils. Et ensuite, après, tu as le profil du racheteur. C'est-à-dire que lui, il ne s'est pas créé. Par contre, tu lui donnes quelque chose, il va vraiment l'optimiser. Il va l'améliorer. C'est un talent. Ouais. Attends, moi, je pense à un ami, par exemple. Dernièrement, on discutait, on se connaît depuis qu'on a 20 ans. Et il me faisait la liste de ses projets. Et à chaque fois, je lui dis, mais c'est toi qui l'as créé? Ah non, non. Je l'ai récupéré, mais c'était en bout de souffle. Donc, il avait un camp d'été, il l'a récupéré, boum. Une marque de fringues, il l'a récupéré, boum. Un énorme concept de conférence, il l'a récupéré, boum. Et en fait, son truc à lui, c'est pas de 0 à 1. Lui, il les prend à 1. Souvent, au moment où le visionnaire, il se fatigue, parce que bon, il s'est excité, il a fait ses premiers trucs, et après, ça saoule, il veut passer à autre chose. Lui, il arrive, il récupère, et il va de 1 à 10, quoi. C'est ça, clairement. Donc, celui-là, il est aussi important. Et ça, je pense, dans nos milieux évangéliques, moi, j'ai vraiment envie de dire
à ceux qui aspirent à l'entrepreneuriat, explorer tout le domaine des rachats de sociétés, rachats de salons de coiffure, rachats de petits commerces de proximité, racheter des boîtes où c'est solide, il y a déjà un peu un business plan, vous faites un petit crédit, mais c'est stable, racheter des restaurants, racheter des hôtels. En fait, on est aussi dans une phase de transfert de richesse et beaucoup de patrons sont en train de partir à la retraite. Exact. Et ils ne retrouvent pas de repreneurs. Parce qu'en fait, c'est des entreprises qui sont assez chronophages en termes d'énergie. Un coiffeur, tu peux pas, c'était pas à Dubaï à gérer ton salon de coiffure. Tu es obligé d'être là. Mais j'ai envie de croire que les gens à qui on s'adresse, c'est des bosseurs qui ont envie de bosser sur le terrain. Et moi, j'ai envie de les encourager à faire ça. Donc voilà, c'est les 4 profils. Et donc, moi, clairement, profil risque. Après, j'ai dû, avec le temps, apprendre à modérer la prise de risque. Parce que je crois que le risque en soi n'est pas... c'est pas parce que tu prends des risques que tu es un bon entrepreneur. Non. Au contraire, un bon entrepreneur... C'est celui qui monitore, enfin qui pilote et qui monitore le risque. Ouais, Et qui le réduit même, j'ai envie de te dire. exactement. C'est celui qui prend le moins de risques possible en réalité. Donc il y a ce calcul-là. Mais c'est vrai que c'est un énorme défi de gérer... moi dernièrement, j'ai eu un flash et j'ai un ami, on se connaît depuis... on a monté nos agences ensemble. Fabien Besson, un Suisse. Il a vendu son agence aussi un peu en même temps que moi. Donc on s'est vraiment suivi, c'est un chrétien. Et il était venu nous visiter dans cette période où on a eu les enfants, les jumeaux, la boîte, Hélène Arrête. Il était venu à la maison, on apprenait à se connaître avec sa femme. On avait passé un très bon moment. Et là, on se retrouve là il y a quelques mois et on reparle de ce moment-là. Je dis ouais, c'était vachement sympa, t'étais venu à Bar, à Strasbourg. Il dit ouais, je me souviens bien, ça nous avait marqué avec Guylaine. En fait, votre maison était vide. Je dis bon, comment ça était vide? En fait, il y avait rien, il y avait une table, il y avait, je crois, pas de canapé dans le salon, il y avait des chaises, il y avait rien. J'ai dit et du coup, je bug sur le moment. J'ai dit c'est vrai, en fait, il y avait rien. En fait, j'avais pris une maison un peu reculée pour qu'il y ait un jardin pour les enfants. Donc c'était assez loin, je devais prendre le train, mais on avait une seule voiture. Donc du coup, quand elle devait emmener les enfants ou quoi, moi je prenais un vélo, j'allais jusqu'à la gare, et parfois le vélo il crevait, je pouvais pas, donc j'y allais en courant. Et en fait, on vivait avec rien. Donc quand tu dis le côté comment vous gérez, en fait on gérait avec rien. Et je pense que n'ayant pas connu mieux, parce que nous, on vient pas de famille, on vient de famille modeste. En fait, ça nous dérangeait pas. Tu vois, c'est pour ça que ça m'a fait un flash après coup. Je m'en étais pas rendu compte, et c'est une bonne chose. C'est pour ça que, tu vois, j'aime bien dire ça. L'apôtre Paul, il dit, j'ai appris à me contenter dans l'abondance et dans la disette. Et tu apprends à mieux profiter lorsque l'abondance arrive. Ouais. Parce que si tu commences dans l'hyperabondance, tu n'auras pas ce repère, cette reconnaissance, la grâce que tu as. Ah ouais. Peut-être dans l'abondance, pour toi, ça sera juste un acquis. Ah ouais, clairement. Enfin, l'abondance, c'est une grâce, la prospérité, c'est une grâce. Donc, du coup, le fait de commencer modestement te permet de garder les pieds au sol. Et juste avant, moi, j'ai une question pour toi. Comment toi, tu as géré parce que toi, tu as commencé avec des très bons postes, donc des bons salaires. Puis tu as lancé, tu te maries, et là, c'est la catastrophe. Et donc, toi, tu as vécu l'inverse. C'est-à-dire que tu as réussi à je sais pas le niveau de vie familial dans lequel tu as grandi, mais là, tu t'élèves, et là, tu rentres dans le dur. Comment tu l'as vécu? J'ai eu cette grâce d'avoir mes 3 premières années post-études chez Alstom. Génial. Vraiment, c'était le job de mes rêves. Et comme j'ai l'habitude de dire, et c'était ma première épreuve. Être capable de dire, je sors du job de mes rêves pour entrer, à l'époque, c'était pas mon appel, parce que j'avais pas cette révélation de l'appel, mais pour entrer dans l'outil que le Seigneur devait utiliser pour moi. Et ce qui m'a sauvé, clairement, c'est que j'étais jeune. J'étais encore chez papa et maman. Clairement, tu me mets dans cette situation aujourd'hui, à 36 ans, je ne suis pas sûr. Et c'est pour ça que je comprends énormément ceux qui ne passent pas le cap. Parce que c'est beaucoup de risques. Être capable de dire, même si le premier investisseur de France, c'est France Travail, on le sait. Ah ouais. Quand tu as 1 an et demi de visibilité, même si on sait que dans l'entrepreneuriat, 1 an et demi, c'est 2 jours, ça va super vite. Et en 1 an et demi, c'est pas garanti que tu puisses te rémunérer. Mais à l'époque, non, c'est ma jeunesse, c'est le fait d'être chez papa et maman qui m'a permis de... Tu as mis beaucoup de côté aussi, j'imagine.
En 3 ans, faut un peu, tu as En restant chez papa, maman, t'avais pas réussi à mettre beaucoup de côté? tu 5-6 mois, tu as 5-6 mois. Ah ouais, Tu as ouais, 5-6 quand mois même. de côté, bon, j'étais pas un grand économe, quoi. OK. Mais du coup, ouais, j'ai quand même 5-6 mois, j'avais pas d'emploi et c'est comme ça que j'ai pu switcher. Mais clairement, quand la première boîte, a fermé, bah oui, là, je suis entré dans le dur. Ouais. Et là Comment tu l'as vécu, toi? mais c'est à ce moment-là que tu commences à inconsciemment à mettre ta foi en action. Ouais. Être capable de dire, «Bon Seigneur, en fait, là, faut payer un loyer tous les mois, il faut manger». Tu redescends, enfin, tu te rabats sur des besoins primaires, avant un logement, un chauffage, la clim et manger. Voilà. Mmh. Et c'est là où tu réalises qu'en fait, pour vivre, il n'y a pas besoin de grande chose. C'est pour ça Ouais. que je dis aux entrepreneurs, ceux qui ne peuvent pas se lancer, ceux qui trouvent des excuses à se lancer, je leur dis, payer un loyer, c'est facile. Mmh. Traverse le truc, le trottoir. Enfin, d'ailleurs, la phrase que le président Emmanuel Macron a lâchée, elle a fait un grand tollé, mais moi, je le soutiens. Mmh. Tu veux travailler, tu traverses la rue, tu vas dans un restaurant et tu travailles. Mais il y a du travail. Il Moi, y a du moi, travail. j'ai pas compris pourquoi les gens, ils se sont offusqués alors qu'en fait, du boulot, il y en a partout. Il y en a partout. Après, c'est pas peut-être le boulot de tes rêves, mais en fait, t'es le bon exemple. Après, au moment où t'as envie de bouffer, tu fonces, hein. Tu penses, il faut payer un loyer, c'est une étape de transition. Et voilà, c'est comme ça que j'ai traversé cette année de transition. Moi, je m'étais fait une phrase à mes tout débuts. Je m'étais toujours dit, au pire, je retourne au McDo. Je retourne, mais j'ai jamais bossé au McDo, mais je vais au McDo, Bien sûr. j'apprendrai, Bien sûr. et puis après, je me barrerai, tu vois. Et en fait, j'aimais bien, c'est des années après que j'ai découvert cette méthode. Je crois que c'est le patron de l'écurie Mercedes, je crois, de F1, qui dit, je visualise le pire scénario, je m'approprie ce pire scénario, et après, je suis prêt à aller à l'attaque. Exactement. Et moi, je crois que visualiser le pire scénario, te rends compte qu'en fin de compte, il est pas si pire. Pas si pire. On a la famille autour. Ah oui. Au pire, on va bosser pendant un temps au McDo, on se retape. Exactement. Là où c'est dur, c'est l'ego. Mais quand entrepreneur, et même pour le business, il faut pas d'ego. Il faut, Ouais. enfin, pour moi, un bon entrepreneur, c'est un entrepreneur qui a compris qu'une relation, c'est donnant-donnant. Il faut enlever l'ego. Dans cette année de transition, je fais 2 jobs. Un job de préparateur de commandes. Et je dis d'ailleurs dans une de mes vidéos, à chaque pause, le responsable d'équipe sifflait pour lancer la pause et sifflait pour finir la pause. Mm. Et j'ai réalisé, et c'est là où j'ai réalisé, franchement, je suis resté 3 semaines. Hein. Après, j'ai craqué. Hein. J'ai réalisé à quel point on a la grâce. Wow. On est à l'école, on a une éducation. Parce que moi, j'étais là en ayant conscience que c'est une transition. Satan était là depuis 1 an, 2 ans, 3 ans et voulait faire carrière dedans. Et je me suis dit, waouh, Seigneur, merci Seigneur. Donc, ça te permet de pouvoir relativiser et réaliser la grâce que tu as. Et deuxième job, restaurant. Je bosse au restaurant. Mes séquences, c'était 18h, 2h du matin. Et pareil, je me suis dit, bon, je vais bosser au restaurant. Je vais améliorer mon expérience client, mon service, mon humilité. Je veux savoir servir la bière. Expérience incroyable. J'ai fait ça 3-4 mois. Tu sors de là, t'es grandi. T'es grandi. Et tu sais qu'au pire des cas, s'il faille le refaire, évidemment, hyper désagréable, tu sais le faire. Non, tu déconstruis quelque chose. Il y a une confiance. Tu crées une confiance en toi en disant, Exactement. au pire, je suis capable de repartir. C'est ça. Et c'est vrai que ça, c'est un truc que j'ai un peu vu les quelques fois où je suis aux États-Unis, où parfois tu parles avec des gens et ils ont cette. La dernière fois, c'était un chauffeur Uber et genre 65 ans. Et je discute, il dit oui, bah voilà, j'ai monté un cabinet comptable, mais ça a pas bien marché, donc j'ai fait faillite. Donc je fais ça en attendant, parce que là, je suis en train de relancer une autre affaire. Et en fait, hyper à l'aise. Hyper à l'aise. Nous, en France, c'est chaud et tout. On n'a pas cette niaque. Je pense aussi que cette niaque arrive quand tu as déjà généré tes premiers revenus, ton premier chiffre d'affaires. Parce que quand tu génères ton premier chiffre d'affaires, tu sais que tu es capable de créer de la valeur, de créer du cash, de générer du cash. Et quand tu as déjà cette certitude-là, bah, tu sais, c'est acquis, c'est comme ça, c'est... En tout cas, le conseil qu'on peut donner, c'est de se faire la paix avec le pire scénario. ça. Si on fait la paix avec ce pire scénario, et ben en fait, on peut y aller serein parce qu'on sait. Et puis, je pense que c'est aussi important de se mettre des limites. Moi, par exemple, un gros garde-fou. Après, ça dépend des secteurs d'activité, mais moi, c'était de pas faire de crédit. Okay. Parce que je m'étais dit, si ça craque, au pire, je réduis mes dépenses. Je quitte l'appartement, je vais chez mes parents, chez des amis, je me refais. Si j'ai un crédit sur le dos,
c'est trop compliqué. Là, je pense à des gens, même des non-patrons. En fait, oui, t'achètes. Sur le papier, c'est une bonne idée, mais c'est souvent très long à revendre. C'est galère à louer. Et en fait, si tu te retrouves avec un pavé, tu peux pas rebondir. Bon, Et moi, je crois, en tout cas, c'était une philosophie que mon père m'avait transmise. Où lui, il vient d'un secteur de banquier. Donc, c'est une famille de banquiers, des bons gros réseaux de banquiers. Lui, il s'est converti et il a vraiment sorti de ce monde-là. Et du coup, moi, il m'a éduqué avec vraiment cette dimension, sois le plus léger possible. Parce qu'il faut que tu puisses rebondir. Ces seigneurs, ils t'appellent en Afrique, en Asie, bouge. Et la dimension crédit, c'était vraiment un gros défi. Moi, j'ai acheté j'ai rendu à 36 ans. waouh. Mais parce que c'est à un moment où je me suis dit, là, on a une certaine stabilité. OK. Mais avant, j'aurais pu, mais je l'ai pas fait parce que je me disais, si ça craque, j'ai ça sur le dos et le niveau de pression. Si t'as rien, Ouais. en fait, tu retournes chez des amis Exactement. et là, tes dépenses, elles réduisent considérablement. Et là, du coup, t'es plus serein. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais tu vois, c'est important que tu dises d'enlever cette pression sociale. Tu dis que tu acheté à 36 ans, et c'est aussi une réalité que les entrepreneurs doivent saisir et doivent intégrer. Quand tu es entrepreneur, tu n'as pas forcément cette capacité d'acheter à 30 ans, à 28 ans, à 25 ans, comme préconise Ouais, l'univers social. ouais. Donc, tu achètes quand tu peux acheter. Voilà. Et Bah oui. il faut réussir à s'éloigner et à être très léger par rapport à ça. On achète, tu achètes quand tu peux parce que les finances viendront. Et il faut être à l'aise avec ça. Ouais. Faut être à l'aise. Et puis après, j'ai l'impression, sur cette dimension d'appréhender les moments de disette ou les échecs. Je ressors là d'une conférence avec un monsieur assez inspirant qui s'appelle Bruno Roche. C'est un économiste de renom et chrétien. Et il disait cette phrase que j'ai retenue: la rémunération de Dieu, c'est le repos. Si on arrive en tant qu'entrepreneur à apprécier notre vie, en fin de compte, ce qui nous rend très heureux, c'est notre femme, l'intimité qu'on a avec elle, le cercle d'amis, peut-être une activité sportive. Si en fait, on se dit, OK, là, la vie va peut-être être compliquée. Mais en fait, j'ai appris à me reposer, à profiter des cadeaux très simples que Dieu me donne. En fait, on peut traverser des crises de fou. Parce que en fait, le socle, la vraie rémunération de Dieu, c'est pas les habits, les voitures. En fait, la vraie rémunération, c'est ce moment de paix, c'est le sabbat. C'est ce temps où en fait, on place notre confiance en lui, on dit la suite est entre tes mains et on regarde ce qu'il nous donne vraiment. Et en fait, dans le cas du mariage avec les enfants, juste le repos. D'ailleurs, tu pars de foi comment? D'ailleurs, tu as grandi dans une famille pastorale. Quel a été ton déclic en tant qu'adulte dans ta relation avec Christ? Et, euh, et comment tu gères ta foi dans le business? Moi, j'ai un cheminement en étapes. Tu vois, j'ai eu plusieurs étapes. Je pense que j'ai un peu un genre de conversion très jeune, avec un peu des signes. Quel âge à peu près? Du coup, CM1, CM2. Ah oui, ok. Donc, ça veut dire, Entre 9 et 11 ans. ouais, voilà, quelque chose comme ça. Donc, j'ai des souvenirs d'être à des réunions et de pleurer, de vraiment sentir qu'il se passe quelque chose. Mes parents, ils m'encourageaient à avoir de recevoir des versets, des choses comme ça. Donc, il y avait quelque chose déjà. Après le collège, je me suis retrouvé dans un collège vraiment ghetto. Donc là, il y a tout il y a une genre de pause dans ma vie spirituelle. Où là, je sais pas, c'est plus des gros ghetto, quoi. Là, c'est des gros problèmes. Est-ce que c'est ton environnement collège ghetto qui a créé la parenthèse, ou tu te dis, si j'avais été dans un collège catho, dans un environnement plus safe, est-ce que cette parenthèse aurait quand même eu lieu? J'en ai aucune idée. Déjà, je pense que, mon père implante une église, il n'y a aucun jeune. Moi, jusqu'à mes 18 ans, j'ai eu aucun jeune chrétien copain. Je ne connaissais pas, à part l'été en colo. Mais sinon, donc, du coup, déjà, tu tombes dans un environnement où, dès la 6e, tu es face porno, violence, bagarre, insultes et tout. Donc, je ne sais pas si ça aurait été pareil ailleurs, j'en sais rien. Mais en tout cas, là où moi, je suis tombé de la petite école primaire de village, où tu joues aux cartes Pokémon et aux billes, à la première semaine des images porno, des cartes porno. Donc, tu vois, je pense qu'il y a un choc qui vient. Et du coup,
Je sais pas comment ça serait passé ailleurs, mais en tout cas, là, ça a été un moment, intense. Ensuite après, on bouge, à Strasbourg. Là, je vis l'épisode que je t'ai raconté, et je suis dans une église où il y a des jeunes. OK. Il y a déjà une vingtaine de jeunes, donc aussi c'est nouveau pour moi, des gens avec qui je partage ma foi et surtout je m'épanouis dans ce côté leader. OK. Chose que j'avais pas vue, parce qu'il y avait pas de choses à initier. Donc là, vraiment je vis, je développe ma foi, je me forme aussi, par des cours du soir à devenir un leader, spirituel. Donc je fais une école comme une école biblique. Ensuite après, je vis un peu une crise de foi. Mmh. Parce que en fait, je me rends compte aussi, moi j'ai travaillé beaucoup pour les organisations chrétiennes et je me rends compte qu'il y a beaucoup de faux semblants, il y a beaucoup de... j'entends les beaux discours et je suis très critique en fait. Après, c'est Tu aussi... vois la réalité en bas. Ouais. Ouais. Et après, c'est aussi propre à la jeunesse. Tu as l'impression d'avoir tout compris de la vie. Et assez rapidement, moi, en tant que jeune, j'étais dans les positions dans les cercles d'autorité. Et du coup, je voyais les décalages. J'étais très, très dans le jugement, tu vois. Ouais. Et donc là, je vais vraiment avoir une phase de désert. Après, je vais aussi vivre un épisode difficile où je suis dans l'église de mon père. Ça se passe pas bien. Je suis obligé de partir. Donc là, il y a vraiment aussi quelque chose qui se brise en moi, où moi, j'étais vraiment le fervent défenseur de l'église, du modèle vraiment qui se développe, qui est moderne et tout ça. On a notre groupe de jeunes, on est passé de 15 à 150, Ah oui. alors qu'une petite église, il y avait plus de jeunes que d'adultes. Waouh! Tu vois, il y avait 80 adultes, on était 150 jeunes, tu vois, c'était dingue. Donc, on vit quelque chose, puis je suis obligé de quitter ça, donc c'est compliqué. Donc là, je vis vraiment un moment de... Je suis cassé. À côté de ça, l'entreprise, ça grandit, mais moi, j'ai jamais appris à gérer une boîte, Thomas non plus. Donc là, en fait, on se fait dépasser par ça. Le chiffre d'affaires, il monte, mais les charges, elles montent avec. On fait un gros projet, le projet que je rêve depuis des années. On travaille avec quelqu'un qui, en fait... conscient ou pas à ce qu'il a voulu, mais vraiment nous met dans le mal. Je me retrouve avec une enveloppe de, je sais plus si c'était 130 ou 150 000 euros de dette. Mais ouais, là, je sais pas, t'as 26, 27 ans, tu te retrouves avec une dette comme ça. Déjà que tu payes pas bien, c'est compliqué. Et là, en fait, donc là, je suis encore plus dans la crise, tu vois. C'est clair. Dans la crise, il y a tout qui va mal. Et là, le couple, il commence à être compliqué aussi avec l'arrivée des enfants. Première porte de sortie, c'est on commence une thérapie par une thérapeute chrétienne. Et là, je me dis, waouh, c'est génial la thérapie. Je commence à découvrir un peu le monde du développement personnel. J'ai des clients chrétiens, mais qui me parlent de ça. Et en fait, je suis fasciné par le développement personnel. Parce que je vois des vrais changements, des vraies actions. C'est pas des discours où, en fait, on a des super discours de changement. Puis après, c'est bon dimanche, bonne semaine. Là, c'est OK, voilà ce que tu vas mettre en place. Avec des actions concrètes. Et donc là, avec Hélène, on va découvrir ce monde qui va nous fasciner. Et on va voir, on va aller dans des conférences, on va se former, on va dire, mais c'est incroyable. Et en fait, c'est cette capacité à prendre des valeurs et les transformer en actions concrètes. Donc là, on va plonger là-dedans, on va découvrir le monde de la méditation, Waouh! Et en fait, moi, je vais pendant longtemps essayer de me dire comment ces deux mondes peuvent cohabiter. Sûr. Donc ça va m'habiter pendant longtemps. Après, je vais découvrir aussi le milieu catho, qui va me fasciner. Beaucoup par ils ont beaucoup de choses autour du silence. Et ça me plaisait avec aussi le domaine de la méditation. Exactement. Ou dans le milieu évangélique, on est très dans l'énergie, ouais, et ça, alors que là, c'est du recueillement. Et je me rends compte qu'avec une vie d'entrepreneur, c'est bon la motivation, mais en fait, on a déjà motivé toute la semaine. Parce que je veux dire, on est déjà en train... Oh, tu vois, on est en mode Red Bull toute la semaine. Quand on va le dimanche, alors que là, tu découvres en fait que le dimanche, ce que j'ai besoin, c'est d'être dans un endroit où... D'être serein, d'être calme. Ouais. Ouais. Pour repartir. Donc bon, ça me plaît. Mais je dirais que ma vie spirituelle, elle est comme ça. Je cherche, je suis un chercheur, je continue de prier, je continue d'essayer de l'écouter, mais je reste critique, j'ai du mal, je lâche pas l'église. J'ai vraiment le privilège d'être accueilli à Momentum à Bordeaux, on déménage à Bordeaux, avec pasteur Patrice. Moi, je suis très transparent dès le début en disant je traverse une période de crise de foi, et lui, il est très cool avec ça. Il dit, écoute, t'inquiète, c'est une phase, on va traverser ça ensemble. Et donc ça, je me suis vraiment senti accueilli et j'ai eu la chance d'avoir un super pasteur qui m'a accompagné, qui n'est pas dans le jugement. Bien sûr. Et puis ensuite, après, on a eu moi, j'ai eu une première expérience, une nouvelle expérience de conversion forte, mais dans un stage bouddhiste.
Bizarre, hein? En fait, je devais m'inscrire à une retraite et je vais te raconter. Je m'inscris à une retraite en silence catholique. Ok. Mais les retraites en silence catholique, tu as différents modèles, mais en fait, en soi, tu es dans un monastère, tu as un dodo, et puis en fait, tu peux assister, il y a des petites messes, donc c'est des petits chants en latin, et après, tu fais ce que tu veux, mais tu n'as rien organisé. Donc c'est génial, tu es en silence, tu parles à personne, tu te promènes, tu pries et tout. Et 2 jours avant, je reçois une annulation en mode, désolé, bon, je m'étais pris un peu tard aussi, mais il n'y a pas de place, ça va pas le faire. Ok. 2 jours avant, je me suis organisé depuis longtemps avec Hélène. Donc, en fait, c'est maintenant ou jamais. J'ai 5 jours devant moi. On est lundi, c'est du mercredi au dimanche. Et donc, je cherche, je trouve rien. Et les monastères, il faut juste voir, c'est qu'en gros, c'est des maîtres hôteliers qui gèrent ça. Ils te mettent 2 semaines à te répondre à tes emails. Donc là, le niveau de réactivité, ça va pas le faire. Donc, je vais sur un site, Yoga Retreat. Ok. C'est que des retraites, méditation, silence. Et je me dis, tiens, je vais regarder ce qu'il y a. Et j'essaie de trouver le moins bizarre, le moins chelou, le plus propre. Et là, j'en tombe sur un. Le gars, il a l'air d'être docteur, il a avec une petite chemise, et il y a marqué stage de silence, méditation en pleine conscience et jeûne. Ok. Balade dans la forêt. Donc je vous dis, clean. Il n'y a rien de spirituel, c'est du silence, de la balade et de la nourriture saine et du jeûne. Ce papier, ça passe. Voilà. Du coup, je traverse la France, j'y vais. Et là, bon, l'expérience, elle est drôle, hein, mais je me retrouve avec... bon, je dis bonjour à des gens dans une petite maison. Je ne sais pas trop ce qui se passe. Les gens sont un peu silencieux. Bon, voilà. Et là, il y a une dame qui me dit, ouais, installez-vous sur la table et tout. Bon, on est là. Il dit, voilà, le maître va arriver. Je dis, bon, ok, d'accord, je m'installe. Donc, on est assis autour de la table. Et là, tu as un gars qui arrive habillé vraiment tout en tenue de yogi. Ouais. Des cheveux longs, des tatouages de partout, des bagues, des colliers et tout. Puis il vient comme ça, il s'installe dans le coin de la table. Et en fait, là, je comprends qu'en fait, ils sont tous fans de lui. En gros, c'est ses disciples. Je suis le seul à avoir débarqué de nulle part, tu vois. Et je fais, waouh, là, ça va être long, tu vois. Et donc après, il me dit, voilà, on va monter dans la chambre pour méditer. Je lui dis, qu'est-ce que je fous là? Qu'est-ce que je... Mais bon, j'ai fait 7 heures de route. Qu'est-ce que je suis là, quoi? T'es là. Et là, Seigneur, qu'est-ce que je fais là? Seigneur, protège-moi, je sais pas et tout. Et donc, le premier jour, je suis en galère. Mais en même temps, c'est intéressant. Le gars, il tchatche. Mais intéressant, des longs moments de silence. Il est assez pédagogue sur l'appréhension des temps de silence et tout. Et puis, le soir, je me dis, je vais me barrer. Fait franchement, j'ai pas ma place là, c'est pas mon style et tout. Et j'ai dit, Seigneur, si tu veux que je reste, montre-moi, donne-moi un signe. Et là, j'avais ramené un livre, tu sais, le livre de lettre d'un disciple démon à son maître. T'as déjà entendu parler de ce bouquin? Non, pas du tout. C'est celui qui a écrit Narnia. Ok. Donc, c'est un théologien anglais, C.S. Lewis. Et il a écrit ce best-seller qui est assez savoureux. Ok. C'est un démon qui écrit à son maître en disant je suis en train de... En gros, je suis là pour faire chier un tel et donne-moi des conseils pour encore plus le mettre dans le mal. Donc, en fait, c'est génial. En fait, c'est les tactiques du diable, mais donc c'est assez rigolo. Et en fait, le premier chapitre, tout ce qui est décrit dans le concept spirituel, en fait, c'est exactement ce que le mec m'a enseigné dans la journée. Concept que j'avais jamais entendu, c'est la dimension de finitude des choses. C'est-à-dire qu'en gros, dans le monde spirituel, il y a des débuts, il y a des fins. Et souvent, on veut s'accrocher. Il y a des cycles. Voilà. Et quand on s'accroche, c'est là où en fait on tombe dans le mal. Parce qu'en fait, on ne laisse pas la vie avancer. Tu vois, on meurt. Il y a des cycles. Et ça, c'était un concept que j'avais jamais entendu à l'église. Tu vois, Il y a des cycles, il y a des temps. Exactement. Le temps, enfin, je pense que dans le monde chrétien, on sous-estime beaucoup le pouvoir du temps. Ouais. Le temps, quand tu comprends le pouvoir du temps, je pense que tu as fait un bon chemin déjà. C'est vrai. Tu as fait un bon Exactement. Ça, c'est un mystère. Là. C'est un vrai mystère. On s'attaque à gros truc. Donc, tu vois, moi, quand il en parlait dans la journée avec ces mots de yogi, j'étais, putain, je comprends rien. Puis, ça me parle pas. Et le fait de voir ce théologien C.S. Lewis, qui est un des plus grands penseurs du XXe siècle, je me dis, waouh, tu vois, c'est bizarre. Je le vois comme un signe. Donc, je fais cette retraite. Et en fait, ce que j'ai apprécié, j'ai été cash avec lui. Je dis, moi, en fait, je suis chrétien. Moi, c'est Jésus. Quand je prie, moi, je prie pas Bouddha ou quoi. Et il m'a dit, c'est très bien. Très bien, je change rien. En fait, c'est comme si, par son enseignement, après, les bouddhistes, ils sont très... tout le monde a son truc et tout. Donc, il m'a laissé vivre mon truc. Et en fait, j'ai vraiment vécu un temps spirituel extrêmement fort, une reconversion. Donc, c'était assez bizarre, mais j'avais comme besoin, j'ai senti comme si le Seigneur
dans cette recherche, en tant que fils de pasteur grandi dans l'église, les mots, ils avaient plus de sens pour moi. Parce que tu les as trop entendus. Et là, c'est comme si Dieu, il me reparlait, mais par la bouche d'un yogi, il me redisait la même chose, mais avec des mots différents. Donc, je redécouvrais le concept de soumission à Dieu, d'abandon, de lui laisser l'autorité sur ma vie, de vraiment lui remettre ma vie. Et toi, il y a eu un moment très, très fort, c'est un peu bizarre, hein, mais à un moment, il parle à une dame, le gars, c'était vraiment un guerrier, quoi. C'est en gros, il avait un gros discernement et il disait, je crois que là, tu es en train de résister sur tes... Enfin, il était assez bluffant. C'est incroyable ce que tu dis, parce que tu me parles et je vois Jonas qui refait ses vœux dans le ventre du poisson, tu vois. Jonas, c'est Jonas, Fox, en Christ, tu vois. J'identifie l'histoire de Jonas, qui se reconsacre à Dieu, qui refait une alliance avec Dieu. C'est ça. Qui va chercher un second souffle dans sa vie spirituelle pour repartir. C'est ça. C'est incroyable. C'est comme il y a une forme d'obéissance, en fait. Et c'est comme si j'ai cherché loin, et là, il y a un moment, je reviens à lui. Donc, moment très fort. Donc ça, c'était une première étape. Et puis ensuite, après, on a deuxième, pour finir, longue réponse à ta question, mais quand je vends la boîte, après, mon sujet, c'est Dieu, je te laisse du temps. Je veux te laisser du temps dans ma vie. L'agence m'a complètement... j'ai mis toute mon énergie, ma santé dedans. J'étais vraiment stressé de fou. Je fumais, je dormais mal, je mangeais mal. Il y a tous les comment dire, les voyants, ils étaient dans le rouge. Ouais. Et là, j'ai dit, Seigneur, en fait, je vis plus aligné. En fait, l'entreprise me bouffe. Je sens qu'il y a autre chose. Et je décide de vendre sans trop savoir vers où je vais. Mais je sais que j'ai besoin de laisser plus de place à Dieu. Et au début, il se passe rien. Pendant une année, c'est vraiment le traversée du désert. Dur. Donc là, tu souffles. Ouais, mais même parce qu'en fait, quand tu as passé 15 ans dans le jus, à trouver des contrats au mois le mois, à gérer des problèmes et tout ça, en fait, il y a des mécanismes. Je prends un exemple que tout le monde a compris. Tu prends un chien battu, c'est pas parce que tu le mets dans un endroit où on le bat pas qu'il a pas des réflexes. Donc moi, j'étais pas battu, mais j'avais des réflexes de survie. Et qu'il fallait que je désapprenne. Moi, je me levais la nuit en me disant j'ai pas signé de contrat. Tu sais, c'est quand même bizarre. Hein. C'est en fait à un moment où tu as plus besoin. Parce qu'en fait, la chance que j'avais, c'est que l'entreprise d'Hélène qu'on a mis avec les Fabuleuses marchait bien. Donc et en plus, c'est une forme d'abonnement, donc c'était beaucoup plus apaisé. J'avais plus besoin de faire ça. Mais pendant 6 mois, j'ai paniqué. Vraiment, mais putain, il faut que je... chérie, on est sûr, on est bien, tu vois. Le temps de lâcher prise. Ah ouais, très dur. Et donc là, je me suis fait accompagner par 2 thérapeutes pour vraiment apprendre à déconstruire et tout ça. Ça a mis une année de désert. Hein. C'est là où en plus je me suis blessé. J'étais en chaise roulante pendant quasiment 3-4 mois. Enfin bon, très dur. Souvent, on dit tu vends, t'es content. Et là, c'était vraiment une traversée, quoi. Et puis, en termes d'identité, qu'est-ce que je vais faire? Je ne sais pas ce que je vais faire. Donc, j'ai dit, Seigneur, je te donne cet espace. Une année de désert. Là, au bout d'une année, première victoire, j'arrête de fumer. Quelque chose d'assez miraculeux. Gros fumeur ou pas? Ah ouais, c'est 2 paquets par jour, moi. 2 paquets par jour? Ah, très gros fumeur. C'est une délivrance. Ouais. C'était vraiment très, très spécial. Mais en fait, j'ai appris à apprécier le repos, à donner de la place à Dieu dans ma vie. Tout. Et comment tu as fait, juste pour astuces pour les fumeurs qui nous écoutent, comment tu as fait? Tu veux que je te raconte l'histoire? Ouais, long story short. Ah ouais, je vais essayer de faire court. Moi, j'ai commencé à fumer durant le Covid. Okay. La boîte est en train de couler. On est tous chez nous. Et là, en fait, je sais qu'il y a un truc que je dois faire que je déteste et il faut que je le fasse du commercial, mais sale. Tu sais, c'est le commercial où tu prends ton téléphone. Salut Bruno, tu vas bien? Ouais. Écoute, je t'ai appelé parce que j'ai vu ton site, là, il n'est pas trop à jour. Tu vois le genre, le truc que j'aime pas faire. Quoi. Ouais, là, il n'y a pas le choix. Et je me dis, j'ai pas envie de faire ça, quoi. Peut-être je vais me manger des petits trucs pour faire passer. Tu vois, je m'offre un petit truc à chaque appel. Mais je vais prendre 40 kilos comme ça. Donc je me dis, bon, allez, une petite clope. Et en fait, j'étais dans un environnement, de temps en temps, il y avait une petite clope en soirée. Mais voilà. Et je me dis, allez, une petite cigarette, ça fera passer le truc. Donc je suis là, je passe mes appels. Sauf qu'en fait, je dois en passer 30 dans la journée des appels. Donc là, ça commence à fumer. Puis je suis dans mon jardin. Comme un lion, j'essaie de sauver la boîte, sauver les salaires. Et je me mets à fumer. Et à partir de là, j'ai plus arrêté. C'était vraiment une béquille émotionnelle. Affronter le commercial, les refus et tout ça.
En fait, ça m'a aidé. Donc bon, voilà. Et en gros, je me fais accompagner par une thérapeute qui, elle, avec son mari, ils ont bâti un centre en Suisse pour les alcooliques. Ils ont passé la main, là, c'est des retraités. Ils font du coaching de dirigeants avec une approche vraiment intéressante. Donc, les sujets d'addiction, elle maîtrise par cœur. Et elle, en fait, elle va me dire, on va pas parler de ton addiction à la cigarette. On va parler de plein d'autres choses. Donc, on avance, trait de mon identité, tout ça. Et puis, à un moment, je dis, en fait, ça devient difficile, ce sujet. Hélène, elle se fait du souci. Et puis, en fait, elle m'a balancé au visage, Hélène, j'ai peur parce que tu seras sûrement pas là au mariage de tes filles. Tu vois? Et là, en fait, je commence à paniquer. Et putain, c'est vrai que j'arrive pas à me sortir de cette addiction. Et les conséquences peuvent être dramatiques. À 2 paquets par jour, je vais faire, je clame ça à 50 ans, tu vois? Et donc là, commence vraiment à paniquer, mais j'arrive pas à m'en sortir. Et du coup, Catherine, on passe un temps avec son mari aussi et ils disent: «Ben, David, la cigarette t'a aidé dans un moment très difficile. On va faire la paix avec la cigarette et on va faire la paix avec le fait que tu vas mourir jeune. On va faire la paix avec ça. Que tu arrêtes de te battre avec ça, ça te panique, tu vas mourir jeune. Donc, je souhaiterais que tu en parles avec Hélène, que vous traversiez ça ensemble. Tu lui demandes pardon. Pardon, parce que tu vas mourir jeune, mais que tu n'arrives pas à faire autrement. Tu vois, en fait, tu peux porter du jugement sur le fait que tu fumes, ou tu peux tout simplement dire que ça a été une béquille et que ça allait encore et que tu as besoin tu n'arrives pas à vivre sans et c'est OK avec ça. Donc, tu vois, je sors de ce rendez-vous, je dis: «Putain, mais» donc, j'ai un temps avec Hélène et je lui dis: «Bah, en fait, j'arriverai pas à me sortir de ça, je suis désolé». Là, on pleure. Moi, là, pendant des jours, je prends conscience. Donc là, j'affronte la mort, tu vois, je me dis: «OK». Et puis, je m'étais donné comme défi de prendre 2 semaines de vacances tout seul, pour un peu célébrer la vente de l'entreprise, mais surtout juste faire le point avec moi-même. J'ai jamais fait ça de toute ma vie. Je dis: «Hélène, tu es prêt à m'offrir 2 semaines? Je veux tourner une page» et dans ma tête, c'est: «Je vais essayer d'arrêter de fumer». Je serai tout seul, tout ça, donc je vais en Géorgie, dans les montagnes. Je trouve un spot très cool et là, je me dis: «Trop bien, j'aurai pas de pression, je vais marcher, je vais pas fumer», tu vois? Et j'arrive là-bas. Premier jour, je vais acheter 2-3 trucs et je regarde, les paquets de clopes, ils étaient à 2 €. Ici, c'est 12. Et là, je dis: «Oh putain, Ah, j'ai choisi le mauvais pays. Je fume encore plus pendant ces 2 semaines. Comme un pompier, je suis tout seul comme ça sur la table. Je fume comme un dingue», tu sais? Je suis là: «Oh là là», et là, je culpabilise pendant toute les je me dis: «Bon, bah, tant pis, de toute façon, allez, c'est pas grave». on y Et est. le dernier jour, le matin, je suis avec ce paquet et je dis: «En fait, je vais sentir la clope en rentrant avec les enfants, ils vont me faire un câlin, c'est dégueulasse». Je fume ma dernière clope, je la jette, je jette le paquet, je rentre dans l'avion. J'arrive là-bas et je suis emporté dans le flot, les enfants, j'y pense plus. Le soir, je me dis: «Tiens, j'ai pas fumé». Le lendemain: «Tiens, j'ai pas fumé». Tiens, le lendemain, et en fait, j'avais, vu qu'il fallait que je tienne 3 semaines. Mmh. 1re semaine difficile, 2e, et au bout de 3 semaines, tu y penses plus. Et ben, je réussis les 3 semaines. Ça te ça te Et depuis, j'ai pas poussé. Donc donc le sujet, c'était vraiment arrêter de se juger, mmh. hein. Ça, c'est important ça. Ouais. Et je S'ac pense s'accepter. je pense face aux addictions, Mmh. j'ai remarqué, hein, c'est, comme, quand tu vas, la bouffe, peu importe les addictions, le porno ou quoi, en fait, plus tu te juges et tu salis la chose, plus elle devient, tu lui donnes du pouvoir. Sûr. Mais c'est un concept tellement compliqué à intégrer mentalement parce que c'est un réflexe, et donc là, en gros, ce qu'elle a fait, en gros, si on décrypte, elle a fait en sorte que j'accepte ça et j'y pense plus. OK, je fume. Bon, bah, tant pis, je vais mourir, j'accepte les conséquences. Simple. OK. Donc du coup, il y a déjà ça et puis ensuite après, bah, c'est comme si en acceptant ça, en fait, il y a eu un détachement intérieur et voilà. Tu as vendu ta boîte, tu as eu du succès et tu as du succès. Quel conseil tu peux donner en 1-2 phrases? Parce que beaucoup de jeunes rêvent d'être entrepreneurs déjà, parce qu'on parlait de hype tout à l'heure. Mmh. Il faut traiter ce sujet parce que cette hype détruit énormément de vies. Quel conseil tu peux donner à une personne qui aspire vendre Mmh. et qui a vendu? Comment se préparer en quelques phrases? Pour vendre sa boîte? Oui, Bah, déjà, c'est extrêmement compliqué. Il faut que le business, il puisse le permettre. bien sûr. Moi, j'ai vendu à mon associé. En soi, comme je te dis, j'aurais mieux fait d'être salarié, quoi. Donc, en gros, ça dépend des secteurs d'activité. Dans tous les secteurs de services qui dépendent d'une personne, c'est compliqué.
Donc, en fait, vendre sa boîte, c'est vraiment une mécanique. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, il faut structurer son entreprise pour qu'elle soit vendable, qu'elle ait de la valeur. Et ça, c'est très long, hein, c'est très compliqué. Et ça se prévoit quasiment dès le day one, dès le premier jour. Ouais, sûrement. Ah. Ouais, sûrement. Souvent, en fait, on se dit, en tout cas, c'est là, tu connais mieux que moi hein, le monde de la startup, mais souvent, ce qu'on se dit, c'est au moment où tu crées ta boîte, tu sais à qui tu vas la vendre. Mais en même temps, le problème de ça, c'est que du coup, tu te mets aussi beaucoup la pression. Donc, moi, j'ai plutôt tendance de foncer. Et puis ensuite, après, une fois que ça marche, tu dis à qui je vais le vendre et donc tu le structures en conséquence. Voilà. Mais je ne sais pas si la vente est un objectif. Toi, tu dirais quoi à quelqu'un qui veut vendre? Vendre, pour moi, c'est une étape importante. C'est Ouais. une case que tu coches. Voilà. Après, comme tu le dis, ça se prépare, ça se traverse. Et si tu n'as pas anticipé ça, enfin, pour nous, entrepreneurs, c'est un peu comme une retraite. Si tu as l'opportunité, c'est pas tout le monde qui vend, c'est pas tout le monde qui vend. Mhm. Si tu as l'opportunité de vendre, mais il faut anticiper la suite. Sinon, et ton témoignage est un bel exemple, tu peux rapidement avoir quelques mois très compliqués. Voilà. Ouais, et puis en fait, en soi, on a des histoires. On a l'impression dans le CV, ça fait super bien de vendre, hein, mais les vraies histoires, il y en a peu qui gagnent vraiment de l'argent Oui. dans les ventes. Il y a beaucoup de fake. Mhm. Dernièrement, j'écoutais quelqu'un qui disait des situations où en fait, c'est des mises en scène. C'est-à-dire, en réalité, la boîte, elle vaut plus rien. C'est ça. Il est racheté à 1 euro symbolique, mais le gars qui la rachète, il accepte de dire sur les réseaux qu'il a racheté 4 millions. C'est la com, bien sûr. Et donc, du coup, le gars, il fait croire à tout le monde. Tout le monde se dit, mais comment il a vendu un business aussi foireux ou alors tu vois, pour 4 millions. Et donc, du coup, tout le monde panique en se disant, mais comment il a fait et tout. Alors qu'en réalité, il a vendu pour 1 euro symbolique. Il y a beaucoup de mythos hein, dans le monde de la vente. Surtout sur LinkedIn. Ouais, et ceux qui ont vendu aussi c'est pas si cool que ça en fait. C'est-à-dire qu'en gros, tu te retrouves face à toi-même, tu sais pas, tu as fait un premier succès, tu sais pas si tu vas vraiment y arriver. Et souvent, tu ressors pas avec assez d'argent pour te relancer à fond Mm. dans une grosse aventure. Enfin, C'est compliqué. je sais pas si la vente, c'est un gros. C'est important que tu le dises parce que c'est aussi bien de démystifier ce point-là parce que ça semble être le goal ultime, mais c'est une vraie étape. C'est une Ouais. vraie étape. Et puis, ce que j'ai envie de dire aussi aux chrétiens, c'est que pour vendre, il faut aller dans des secteurs où il y a beaucoup de cash et qui sont pas forcément très drôles. Par exemple, toi, tu es dans un secteur du transport. Sur le papier, c'est pas sexy. Ouais, c'est pas ça, c'est du Par contre, en fait, tu sais que si tu structures bien, à un moment, il y a un exit, mais tu acceptes pendant des années. Tu fais pas des métiers d'influence, des métiers. Voilà, tu rencontres des gars du transport. Bon, tu as un cœur pour eux, mais c'est pas forcément le réseau que tu rêverais de fréquenter. Et en fait, je pense aussi que les chrétiens, s'ils veulent aller là où il y a du cash, en fait, il faut aller sur les industries qui se revendent, les restaurants. Mais restaurants, pendant 5-6 ans, tu vas pas avoir de vie. Mais t'as pas de vie. Donc, ça se revend un restaurant, mais bonjour les niveaux de sacrifice. Donc, s'il y a des chrétiens qui veulent faire des vrais gros exits, il faut qu'ils aillent dans les secteurs où il y a beaucoup de cash, et c'est souvent les secteurs qui sont pas drôles. Exactement. C'est un excellent conseil. Il y a une hype du marketing. Tu vois, par exemple, toi, t'es un monsieur monsieur marketing, c'est natif, c'est en toi, c'est inné, tu vois. Mais il y a beaucoup trop de profit dans le marketing, dans la com. Le marketing, aujourd'hui, dans la compétence de l'entrepreneur, c'est une virgule, quoi. Il faut être très bon marketeur, c'est indispensable, parce que sans ça, c'est compliqué. Mais beaucoup font du marketing comme la compétence. Mais non, clairement. Là, c'est des histoires de hype. Là, la prochaine hype, ça va être l'IA. Tout le monde va être consultant IA et tout. En fait, il y en a 1 sur 1000 qui va y arriver. Et les autres, 99%, ils vont faire croire qu'ils y arrivent pour vendre de la formation ou je sais pas pourquoi. Mais en fait, oui, c'est des hypes. Le but, c'est aller dans les endroits où il n'y a pas de hype. Il faut s'attaquer les vrais entrepreneurs, les finishes, vendre des tables, des micros, des trucs, en fait. Dernièrement, là, je rencontre un rendez-vous d'entrepreneur chrétien. Le gars a 60 salariés et il fait du reconditionnement de caméras. C'est pas sexy, mais ça tourne. Oui, ça tourne. Voilà, donc moi, j'ai envie d'encourager les chrétiens à aller là, salon de coiffure. C'est du régulier. Tu crées du contact, génial par exemple. Tu feras pas des millions, mais Mon premier manager, qui était mon mentor aussi chez Alstom, qui est un gros directeur supply chain chez Alstom aujourd'hui, m'a toujours dit, les meilleurs créatifs sont ceux qui n'inventent pas l'eau chaude, sont ceux qui sont capables de pouvoir redonner un second souffle à une activité, un secteur qui existe déjà. Donc je pense que ça, c'est un de mes meilleurs conseils que j'ai pu entendre dans ma vie, clairement. Après, je pense que là où il faut aussi reconnaître, c'est que dans le milieu évangélique, milieu chrétien, souvent, on vient de milieux modestes.
Si je compare par exemple, avec le milieu catholique, Bien sûr. ils viennent de bonnes familles, il y a du patrimoine, ils ont fait des grandes écoles. Important de le dire. Quand ils sortent de là, ils n'ont pas vraiment de crédit, ce que la famille a payé. Et puis quand ils attaquent, les parents se portent cautionnaires peut-être, mais il y a une petite maison familiale. Tu as des contextes. Nous, on vient de milieux populaires. En fait, il faut qu'on attaque des business qui n'ont pas besoin de capital. Exactement. Une agence de com, tu as un ordi, Merci tu n'as de pas, le dire. pas besoin de capital. Merci de le dire. Alors que acheter, par exemple, je parle comment dire, du salon de coiffure, il faut un peu de capital. Il faut au moins 10, 15 000 euros. Et en fait, en soi, c'est énorme, 10, 15 000 euros pour quelqu'un. Donc, je pense qu'on a un défi. Et c'est là où, par exemple, les musulmans sont bons ou les Asiatiques sont bons. C'est qu'en fait, ils ont aussi leur propre cercle de crédit. Où en fait, après, ils donnent pas d'argent sur des business foireux. C'est de la bouffe, le petit commerce de quartier. Mais tu vois, moi, je serais très, 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 très intéressé si quelqu'un vient me voir, dit, je veux racheter un salon de coiffure, j'ai besoin de 10 000 euros. Ah bah là, par contre, je veux 10 000 euros pour une agence de com, une marque de fringues. Non. Non, non, merci. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, je pense que là, il faut inviter les chrétiens évangéliques à commencer à s'intéresser à des business un peu plus tangibles. Plus terre à terre. Exactement. Attends. 2 questions avant de clôturer. Quel conseil tu donnerais à un entrepreneur qui se lance, un entrepreneur chrétien, pour joindre business et foi? Est-ce qu'en 2-3 mots, 2-3 conseils, tu pourrais l'orienter pour qu'il puisse s'aligner au maximum? C'est, tu sais, on dit que la foi vient de ce qu'on entend la parole de Dieu. Alors oui, dans la Bible, il y a plein d'histoires de foi, donc c'est. Mais lire les histoires d'entrepreneurs de foi, t'as un certain nombre de livres qui existent sur des entrepreneurs qui racontent leurs histoires. Et un podcast comme ça, en fait, toi, ce que tu veux faire, c'est raconter des histoires aussi de foi. Donc, moi, le premier encouragement, c'est faire monter la foi. L'entrepreneur, le numéro 1, ce qu'il a besoin, c'est de la foi. Donc, il faut qu'il écoute des histoires de foi et qu'il se mette au contact de gens qui ont des histoires de foi pour qu'ils se disent, OK, Dieu, il s'intéresse à mon quotidien, il s'intéresse à mon activité, il va m'accompagner. Ce ne sera pas forcément les succès. On est la preuve, toi et moi, passe par beaucoup d'échecs, mais il est là. Il nous forge dans ces moments d'échec. Donc, c'est se frotter à des histoires de foi, essayer de les comprendre. Moi, je dirais que ça, c'est le meilleur conseil. Et donc, du coup, faire monter sa foi avec des lectures, avec des rencontres, de sorte à ce que quand après tu vas dans le quotidien, en fait, tu dis Seigneur, t'es là et je m'attends à toi. Donc, ouais. Et bonne transition sur les bouquins, ce serait la dernière question, David. On peut rester 3 heures ici à discuter. Ouais. C'est incroyable. Est-ce que tu as un top 2 des bouquins qui ont transformé ta vie? Je vais te les sortir. Je vais te dire ceux qui, ces derniers temps. Donc, c'est Affaires sans frontières de Olson Gunnar. Okay. Donc, c'est le fondateur de ICCC, les chambres de commerce chrétiennes. Okay. C'est un Néerlandais, je crois, dans les années 60. Témoignage de fou furieux. Okay. Vraiment, il a été traduit. Ensuite, deuxième livre, c'est le fondateur des hommes d'affaires du plein évangile. Et ça s'appelle Les hommes les plus heureux sur Terre. C'est un best-seller. Là, ces 2 bouquins, c'est des patrons qui vivent des miracles de fou. Un, il a une société, il a une ferme, plus grosse ferme de Californie, de bovins. Il va vivre des miracles. Et l'autre, il vend des casseroles, usine de casseroles. Génial. Mais ils vont créer des empires et Dieu va vraiment être là. Mais ils vont passer par des énormes galères. Donc là, tu vois vraiment quelqu'un qui aspire à servir Dieu et qui est dans des business difficiles. Et ensuite, le dernier bouquin que je recommande, John Mark Comer, The Ruthless Elimination of Hurry. Donc, l'élimination de l'empressement. C'est un manuel de comment avoir une vie chrétienne saine au milieu du chaos. Donc là, numéro 1, c'est le sabbat. Il parle de comment gérer son téléphone. C'est très biblique. Et c'est vraiment comme si tu redeviens un disciple de Jésus de manière très pratique. Là, on n'est pas sur l'Apocalypse, la fin des temps et les anges. On est vraiment sur comment je gère mon quotidien. Day to day. Voilà. En gros, pour moi, c'est le gars, c'est ce que j'aurais cherché toute ma vie. C'est il a réussi avec la même puissance qu'il y a dans le monde du développement personnel. C'est comment, à partir des enseignements de Jésus, en fait, tu te rends compte que Jésus a dit « mon joug est léger ». Donc, ça veut dire que suivre le chemin de Jésus, oui, c'est un chemin de sacrifice, mais c'est léger.
Donc, normalement, si on suit son chemin, il y a une forme de paix intérieure. Légèreté, de paix, de Ouais, lâcher prise. Exactement. Et la première étape, c'est le sabbat. C'est une déconnexion. Et tu réalises que c'est extrêmement difficile de faire un sabbat parce que, surtout nous, en tant qu'entrepreneurs, on a l'habitude de gérer, d'anticiper. Et donc, pendant une journée, de dire, Dieu, je mets mon cerveau en pause, c'est vraiment, presque une souffrance psychologique. Ouais, tu vois, c'est depuis que cette année que j'ai réussi à dire stop, je bosse plus le week-end. C'est-à-dire que quand je vais au PC, c'est juste pour programmer la semaine, mais je reste dans la programmation. Je ne joue plus au PC, sinon je t'en sors plus, quoi. Ouais, mais c'est dur. Et c'est très dur. David, c'est un privilège pour moi, vraiment. Merci d'avoir honoré l'invitation. C'est un honneur pour moi de t'avoir reçu. Le monde chrétien te connaît déjà. En tout cas, ravi d'avoir fait ta connaissance un peu plus en profondeur aujourd'hui et ravi que ma communauté naissante et grandissante puisse aussi te connaître. Il y a de très fortes chances qu'elle te connaisse déjà. Mais merci encore, merci David, et j'espère à très très vite Ouais. un épisode 2. Merci à toi. À plus tard. À plus tard.